Il m'a été demandé de parler du thème l'interdisciplinarité dans la recherche scientifique, enjeux, perspectives théoriques et méthodologiques. Quand on entend ce thème, il renvoie à une démarche qui tend à se généraliser dans l'univers de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur. Cette démarche, c'est l'interdisciplinarité. Mais on peut se poser la question de savoir est-ce que cette tendance correspond simplement à une mode intellectuelle destinée à s'évanouir comme d'autres modes qui l'ont précédé, ou au contraire, est-ce que cette tendance correspond à une mutation profonde qui s'est introduite dans le développement des savoirs, dans l'évolution des sciences à notre époque? Quels résultats peut-on attendre de cette démarche qu'est l'interdisciplinarité? Quelle transformation est-elle susceptible d'induire dans l'élaboration des savoirs? Je voudrais essayer de discuter ces questions-là, et pour le faire, je voudrais envisager dans une première grande partie de mon propos ce que j'ai appelé « Pourquoi l'interdisciplinarité ?» On peut s'interroger en effet sur l'intérêt même pour l'interdisciplinarité. D'où vient cet intérêt? Est-ce qu'il nous est imposé d'une instance transcendante ou est-ce qu'il provient de phénomènes qui sont caractéristiques du monde universitaire? Eh bien, la réponse à cette question n'est pas bien difficile à trouver. Si nous considérons les structures qui animent l'enseignement supérieur et la recherche, notamment déjà à l'échelle de notre université, nous voyons que ces structures-là sont pluridisciplinaires. Par exemple, les UFR, on dit UFR SH, sciences humaines. À l'intérieur de cette UFR, vous allez avoir différentes disciplines: histoire, géographie, philosophie, sociologie, archéologie, psychologie. Donc, on peut dire déjà que l'UFR est une structure pluridisciplinaire ou multidisciplinaire. Différentes disciplines se rencontrent pour former cette structure. Si nous laissons les UFR de côté et nous nous tournons vers les écoles doctorales, nous allons voir que, par exemple, chaque école doctorale regroupe différentes démarches disciplinaires. Et d'ailleurs, dans notre cas, la dénomination même des écoles doctorales a une base disciplinaire. On dit l'école doctorale lettres, sciences humaines et communication, et on vise par là essentiellement des disciplines relevant du domaine global des lettres, sciences humaines et communication. Donc, ces structures-là sont pluridisciplinaires. Et au-delà de ces structures, on peut même voir dans les formations qui sont données à l'université des exemples de formations
dont la base est essentiellement pluridisciplinaire. Par exemple, si vous prenez des formations comme DEDA ou Agrinovia au niveau de l'UFR Sciences Humaines, vous voyez que ce sont des formations qui convoquent différentes disciplines en leur accordant pratiquement le même intérêt et qui les utilisent pour former les étudiants. Au-delà des formations, on peut dire également qu'il existe des projets de recherche, des thèmes de recherche pluridisciplinaires dans notre université. Et il y a aussi des thématiques transdisciplinaires qui peuvent faire l'objet de rencontres scientifiques comme des colloques ou des séminaires. Mais vous voyez que jusque-là, je parle de pluridisciplinarité ou de multidisciplinarité. Pour dire simplement que dans ces structures ou dans ces projets, différentes disciplines se retrouvent. Mais l'interdisciplinarité ne se réduit pas à la pluridisciplinarité ou à la multidisciplinarité, ni même à la transdisciplinarité. Quand plusieurs disciplines se retrouvent pour former une structure ou pour former un projet de recherche, pour parler d'interdisciplinarité, il faut qu'il y ait un minimum de coopération entre ces disciplines. Donc l'interdisciplinarité renvoie à une forme de rencontre, parce que les disciplines peuvent coexister sans se rencontrer. Donc, quand il est question d'interdisciplinarité, on vise par là une forme de rencontre entre les disciplines. Une coopération, une collaboration, voire une complémentarité ou une complicité. C'est à partir de ce moment que l'idée d'interdisciplinarité devient pertinente. Et donc, l'interdisciplinarité renvoie à une rencontre entre différentes disciplines autour d'un objet, autour d'une thématique d'enseignement ou de recherche. Et dans ce cas précis, on peut parler effectivement d'une collaboration parce que chaque discipline va apporter quelque chose et l'autre discipline, les représentants de l'autre discipline vont prêter attention à ce que les interlocuteurs apportent. Alors, s'il en est ainsi, s'il faut considérer que l'interdisciplinarité intervient à partir du moment où il y a rencontre, coopération, collaboration, voire complémentarité et complicité, alors on peut distinguer différents niveaux de l'interdisciplinarité. Déjà, au niveau même d'une même discipline, vous voyez la philosophie. Pour quelqu'un qui regarde de l'extérieur, on dit ils enseignent tous la philosophie. Mais à l'intérieur de la philosophie, il y a des spécialités. Tout à l'heure, en me présentant, il a parlé de philosophie politique. Mais il n'y a pas que la philosophie politique. Il y a la philosophie de l'art, la philosophie de la religion, la philosophie du langage, la philosophie des sciences. Et donc, à l'intérieur même d'un domaine qui de l'extérieur apparaît uni, il y a encore des subdivisions. Donc, on peut imaginer une interdisciplinarité à l'échelle du domaine de la philosophie. Mais au-delà de ce niveau-là,
L'interdisciplinarité peut se produire entre sciences de la même famille. Quand on dit UFR, sciences humaines, ou quand on dit école doctorale, lettres, sciences humaines et communication, en fait, on vise par là une famille de sciences. Ces sciences-là ont un air de famille. Même si on ne peut pas rigoureusement fixer le critère sur lequel elles pourraient s'accorder, si on ne peut pas désigner une articulation logique entre ces sciences, on convient tout de même que, pour parler comme Wittgenstein, il y a un air de famille entre ces objets. Et c'est cet air de famille qui justifie leur regroupement dans un projet ou dans un projet de recherche ou d'enseignement. Au-delà des familles de sciences, on peut envisager l'interdisciplinarité entre différentes familles de sciences. Vous voyez, il y a 2 ans, nous avons organisé un colloque dont les actes ont été publiés dans cet ouvrage. Et le titre du colloque est « Réagir à la pandémie de Covid-19, contribution croisée de 3 réseaux d'enseignants-chercheurs, mathématiques, sciences humaines et sociales et sciences biologiques et médicales ». Là, ce n'est plus l'interdisciplinarité au sein d'une famille de sciences, c'est l'interdisciplinarité entre différentes familles. Donc, vous voyez qu'on peut envisager l'interdisciplinarité à différentes échelles et la question se pose de savoir s'il en est ainsi, comment concrètement cette interdisciplinarité peut se réaliser. Je voudrais envisager cette question dans une seconde grande partie de mon propos que j'ai intitulé « Comment mettre en œuvre l'interdisciplinarité ». Quand différentes disciplines se rencontrent, évidemment, leur collaboration peut être envisagée de plusieurs manières. D'abord, on peut dire un peu de tout de la part de chaque discipline. C'est-à-dire, chaque discipline apporte ce qu'elle a, qu'importe ce qu'elle va apporter, et les autres disciplines vont prendre acte de ce qu'elle apporte. Donc, l'interdisciplinarité sera dans ce cas une sorte d'addition de différentes contributions sans qu'il y ait un lien fort entre les contributions elles-mêmes. Mais on peut également dire, au lieu que chaque discipline apporte un peu de tout, chaque discipline peut voir le tout à partir de son propre champ. C'est-à-dire, si vous avez un objet, si vous avez une thématique, au lieu que chaque discipline traite d'un petit aspect de cet objet ou de cette thématique, on va lui demander de donner un point de vue global sur l'objet. Donc, chaque discipline va voir le tout à partir de sa démarche. Et dans ce cas, effectivement, on verra différentes visions globales qui peuvent se rencontrer. Mais vous voyez que là, il va surgir un problème d'articulation, de rapport. Là où il y a différentes sciences qui donnent chacune une vision du tout, la question se pose de savoir si ces visions-là sont à mettre sur un pied d'égalité ou au contraire, s'il est possible de dégager un point de vue dominant qui va coiffer les points de vue des autres disciplines. Donc, on peut pratiquer l'interdisciplinarité en dégageant dans la rencontre des sciences un point de vue dominant qui va se charger d'articuler les points de vue des autres sciences. Tout comme, évidemment, on peut se contenter simplement de chercher à additionner les visions des différentes sciences.
À partir de là, nous pouvons nous poser la question de savoir s'il en est ainsi, quelle transformation on peut attendre de l'interdisciplinarité sur l'élaboration même des sciences. Je voudrais envisager cette question dans une dernière grande partie de mon propos que j'ai intitulé « Quels effets attendre de l'interdisciplinarité sur les sciences ?» Quand chaque science est capable non seulement d'apporter sa contribution sur la perception d'un objet, mais de donner une vision globale sur un objet qui intéresse d'autres sciences, nous allons assister à une confrontation même des méthodes des différentes sciences. Donc, l'interdisciplinarité va engendrer une confrontation des méthodes. Et c'est ainsi que nous allons voir que la méthode du sociologue n'est pas celle du psychologue. La méthode du biologiste n'est pas celle du physicien. Ça paraît aller de soi, mais quand c'est appliqué à un même objet, ça devient déroutant. Parce que vous voyez que l'objet va être approché de différentes manières. Et évidemment, au bout du compte, on peut se demander, est-ce qu'on a encore le même objet? Mais avant d'en arriver là, on prend acte de la confrontation des méthodes. À partir de la confrontation des méthodes, quand on a devant soi plusieurs méthodes qui se mettent en œuvre, on en est amené, on en sort ébranlé et on est amené à réfléchir, à s'interroger sur la méthode même, la place de la méthode à l'intérieur de la science. S'il est possible qu'un même objet soit approché par différentes méthodes, alors que vaut la méthode? Est-ce qu'au bout du compte, on ne pourrait même pas envisager de laisser la méthode de côté et parler de l'objet? Ce que je dis là, ce n'est pas une conjecture. Vous connaissez le titre de Feuillard-Aben, contre la méthode. Voyez. Donc, la confrontation des méthodes peut engendrer cette interrogation-là. À quoi bon la méthode? Est-ce que ce n'est pas mieux de laisser purement et simplement la méthode de côté? Or, si on laisse la méthode de côté, on se retrouve avec une question plus grave. Où se trouve la frontière entre la science et la non-science? Si on peut parler d'approcher l'objet sans s'appuyer sur une méthode, alors sur quoi le représentant de la science, d'une discipline scientifique, peut-il s'appuyer pour dire qu'il y a une différence entre lui et celui qui n'a pas sa science? Alors, je voudrais terminer par là en disant que, en réalité, ces questions-là paraissent évidemment complexes, mais nous sommes confrontés à elles d'une manière ou d'une autre dans notre travail. Et surtout, pour affronter ces questions, il faut d'abord commencer par bien s'installer dans une discipline. Si vous n'êtes compétent dans aucune discipline, il vous sera difficile d'affronter ces questions et prétendre pouvoir y trouver un début de réponse. Donc, paradoxalement, l'interdisciplinarité s'enracine dans l'autonomisation des disciplines. La recherche scientifique se développe en suivant deux tendances principales.
la ramification des sciences, c'est-à-dire l'apparition de nouvelles spécialités, mais au-delà de cette ramification, il y a la collaboration entre les sciences. Ces deux tendances-là s'accompagnent et se complètent. Mais admettre ces deux tendances signifie que on reconnaît que l'interdisciplinarité elle-même est objet d'une réflexion qui est destinée à s'approfondir continuellement. Je vous remercie pour votre attention.